Alors Julia, est-ce que vous pouvez me donner un philosophe ancien, un classique, qui aurait détesté la vie de bureau d'aujourd'hui, la vie d'open space, etc. Je pense immédiatement aux stoïciens qui auraient dit pour qui il y avait les choses qui dépendent de nous et les choses qui ne dépendent pas de nous. Et les managers s'occupent tellement de choses qui sont de l'ordre privé. Je pense que les stoïciens se seraient un peu remontés s'ils passaient leur journée dans les open space. Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk Décideur où j'accueille chaque jour une personnalité du monde économique. Alors aujourd'hui mon invitée s'appelle Julia De Funès et elle a coécrit avec l'économiste Nicolas Bouzou le livre La comédie inhumaine aux éditions de l'Observatoire qui vient tout juste de sortir. Alors Julia, bonjour. Bonjour Quentin. Alors donc la comédie inhumaine, on saisit bien la référence balsacienne. C'est quoi la comédie inhumaine ? C'est que en fait le paradoxe énorme, c'est que les entreprises et les patrons font tout, n'ont jamais fait autant pour leurs salariés. Donc ça devient un management très humain, très humanisé. D'ailleurs, il y a des expressions, on dit toujours placer l'humain au centre, on focalise sur l'humain. Et les pratiques sont inhumaines, pas au sens où elles sont barbares et odieuses, c'est pas ça, mais au sens où elles font perdre, le sens, de la pensée critique, le langage et toutes les caractéristiques qui sont proprement humaines. Donc on s'éloigne de l'humain en ce sens-là et c'est pour ça qu'on a ironisé sur ce titre. Donc l'objet du livre, oui. Du coup, c'est de montrer qu'on ne cesse de parler de l'humain, que les managers ne cessent de parler de l'humain, alors que paradoxalement, il n'y a jamais aussi peu eu d'humanité dans... Ou en tout cas de mise en valeur des capacités vraiment humaines. Et puis l'humain dont parlent les entreprises est souvent un humain homogénéisé, chloroformisé, qui ne pense plus mais qui applique, qui est obligé de se mouler dans des procédures, dans des process qui n'en finissent plus. Et on perd de vue son esprit critique, sa réflexion, sa pensée. On n'est plus des humains. On s'inquiète beaucoup de l'intelligence artificielle qui devient humaine presque, mais on s'inquiète moins de l'intelligence humaine qui devient quasiment robotisée en entreprise. Et c'est tout l'objet de notre livre. Alors dans le Figaro ce matin, j'ai lu que vous auriez initié une sorte de mouvement MeToo chez les cadres français. Oui, j'ai lu ça aussi, moi j'ai aussi, découvert. Un vent de révolte qui se serait répandu dans les bureaux. Est-ce que vous vous attendiez à cet Non, effet ? pas du tout, mais c'est un effet collatéral plutôt sympathique. Si ça libère justement, parce qu'il y a quand même on est conscient qu'on ne fait qu'apporter une mini-contribution à cette mode managériale, mais si ça peut mener justement à un mouvement de libération et que les cadres puissent parler et se libérer, tant mieux. D'ailleurs, on pense avec Nicolas faire peut-être un petit outil informatique où chacun pourrait, non pas du tout dénoncer des managers, c'est pas du tout l'esprit, comme dans MeToo, c'est pas de dénoncer des personnes, surtout pas, mais c'est de dire voilà, ce process qu'on a mis en place, qui n'a aucun sens, si on pouvait le bazarder dans notre entreprise, ça nous ferait gagner en efficacité. Donc vous dites, beaucoup de choses dans l'entreprise d'aujourd'hui ressemblent fort à des mascarades. Qui sont les coupables alors du coup précisément ? Alors justement, c'est tout l'intérêt de notre bouquin, c'est qu'on ne veut pas être dans le match syndicat versus patronat, les patrons versus les salariés. On trouve ça un peu ringard. On s'est fait attaquer par plusieurs personnes en disant « Oh, vous attaquez les patrons ». C'est pas du tout le propos. Le propos, c'est de dire il y a une norme. Il n'y a rien qui impose plus que la norme. Il y a une norme managériale. Les managers sont contraints de le faire, sinon ils ne sont pas dans le mood, ils ne sont pas à la mode. Et puis les salariés suivent, mais il faut enrayer le système, si vous voulez. Et donc, je change ma question, d'où doit venir la prise de conscience alors ? De chaque individu, c'est presque une micro-résistance individuelle en se disant ce truc que je subis et que j'applique depuis des mois qui n'a aucun sens, je m'y oppose et j'ai le courage, il faut beaucoup de courage aussi, j'ai le courage de l'enrayer et de ne pas subir tout ce qu'on m'impose. Ça fait partie des conseils que donne aussi l'entreprise libérée, etc., savoir dire non. Oui, alors là-dessus, savoir dire non, oui, on n'est pas du tout sur le concept de l'entreprise libérée parce qu'au contraire, on valorise plutôt des notions comme la hiérarchie, l'autorité, le charisme. Donc là-dessus, on n'est pas du tout dans l'optique de l'entreprise libérée. Mais sur certains points, oui, il y a du bon à prendre. Alors, s'il y avait, donc votre livre est très étayé, il y a tout un tas d'angles, mais si on devait retenir une pratique managériale qu'il faut tout de suite arrêter, ce serait laquelle selon vous ? La plus importante, et c'est au-delà de l'entreprise, c'est même dans notre société, c'est d'appliquer un process
qui n'a pas de sens. Et c'est très simple. En fait, c'est pas le process qu'on critique ou que je critiquais même dans mon ancien livre. Il y a des process très utiles et nécessaires. Mais il y a un curseur qui permet de dire quand est-ce que je dois l'appliquer ou pas. Il y en a qui sont absolument inutiles. Et quand le process devient premier et le sens devient second, là, on devient des robots, on devient des machines et on se déshumanise. Donc, pourquoi je fais ça? Et si on ne peut pas répondre à cette question pourquoi, si c'est juste je le fais parce que je dois le faire, ça, c'est un raisonnement très dangereux et moi, c'est celui auquel je tiens le plus dans le livre. La logique de se dire je le fais parce que je dois le faire est très dangereuse. Alors, vous êtes philosophe, vous êtes conférencière, vous enseignez aussi. En quoi la philo elle est nécessaire pour comprendre le monde de l'entreprise? En quoi est-ce qu'elle peut aider tous ces salariés? C'est pas une discipline à la mode, elle a 2500 ans maintenant, c'est vraiment une vieille discipline. Un peu quand même, hein, parce que les philosophes... parce qu'elle se démocratise, elle est plus accessible qu'avant. Moins hermétique, moins prétentieuse, et donc elle va plus dans la rue, et ça c'est vraiment formidable. En quoi elle est nécessaire? Elle observe, elle regarde sous un angle différent une même réalité. 2, elle a le courage de critiquer. Le travail d'un esprit philosophique, c'est un esprit critique, pas au sens destructeur, mais au sens où on va questionner, on va se poser la question de la raison d'être des choses. Et ça me semble essentiel, ce questionnement-là, aujourd'hui, dans les entreprises qui sont et qui connaissent une crise de sens. Est-ce qu'il y a un philosophe, du coup, un ouvrage peut-être que vous conseillerez, hormis bien sûr celui que vous venez de... Non, à part le mien, je vois pas. Non, je rigole. Non. Un ouvrage philosophique d'un grand philosophe? Ah bah alors là, non, mais tous, même des... Alors, avant un brainstorming, moi je conseillerais de lire un petit dialogue socratique pour voir en quoi une discussion argumentée, collective, doit fonctionner pour mener à une idée efficace et vraie. Un tout petit dialogue de Platon avant un brainstorming, je pense que c'est pas mal. Avant une réunion, vous voulez dire? Parce que ça aussi, les réunions, vous attaquez. On attaque parce que justement, souvent, on se rabat sur le collectif en se disant on est 15 à table, donc si j'ai pas bossé moi, tranquille, ça se verra pas. Et on attaque ça en se disant mais le collectif, c'est une belle valeur, mais si elle n'est pas précédée d'un travail individuel fort, elle ne mène à rien. Donc la réunion, oui, mais si elle est précédée d'un travail individuel. Alors dernière question, donc avant d'être philosophe, parce que vous êtes à plein temps aujourd'hui, vous avez travaillé un peu en entreprise quand même. Bien sûr, en cabinet de recrutement. C'était comment 7 ans. Qu'est-ce que vous retenez de cette année? C'était formidable parce que j'étais en cabinet de recrutement, donc j'avais des perspectives sur différentes entreprises, sur leur fonctionnement. J'ai appris plein de choses, la débrouillardise, les fonctions, les métiers, les organisations. Mais justement, ce qui me manquait, c'était ce travail réflexif. Je trouvais qu'on n'avait plus le temps de penser, parce que prendre du temps en entreprise, c'est en perdre. Donc ça m'a beaucoup manqué. Cocher des cases? Alors, cocher des cases, faire ce reporting du vendredi. J'avais l'impression d'accomplir un travail bien fait, mais qui ne me comblait pas du tout, moi, personnellement. Merci Julia. Merci Quentin.